Bonjour, donc je suis l'invitée de Parole d'influence, Véronique Anatole Dorling-Carter. Je suis trésorière de l'AMVI, l'association des 1000 victimes d'inceste, de violences sexuelles et de traumatisme. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'inceste, comment protéger nos enfants. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, le sujet du jour est plutôt sensible, donc toutes les personnes qui ont une certaine fragilité par rapport à la thématique du jour sont invitées soit à swiper ou soit à se préparer psychologiquement. Véronique Anatole Dorling-Carter, trésorière de l'AMVI, Association des 1000 victimes d'inceste, de violences sexuelles et de traumatisme, merci. De nous avoir rejoints aujourd'hui pour parler de ce sujet fort sensible. Alors, quels sont les différents dispositifs qui existent sur le territoire déjà pour détecter l'inceste ou les violences sexuelles sur les enfants? Ouais. Détecter, c'est une éducation qu'il faut avoir. C'est le constat que nous avons en 10 ans, puisque effectivement, il n'y a pas de structure en elle-même. Donc, ce serait le médecin de famille, ce serait l'assistante sociale, ce serait l'infirmière scolaire qui pourrait détecter. Mais si ces personnes ne sont pas formées, comment détecter? Et est-ce qu'elles sont formées aujourd'hui? Alors, de plus en plus, l'AMVI a eu à former, donc Fabienne Sainte-Rose a eu à participer à ce genre de formation il y a déjà 4-5 ans. Donc, effectivement, il y a un grand nombre de ces professionnels qui sont formés. Mais, encore faudrait-il que ces enfants puissent parler, que l'on puisse se rendre compte que le comportement de l'enfant est changé radicalement. Parce que c'est ça qui va démontrer qu'il y a ce genre de violence. Des professionnels formés, est-ce que c'est sur la base du volontariat ou c'est par établissement, par commune? Comment on fait pour savoir si dans une école ou l'autre c'est pratiqué? Et puis si un enseignant est intéressé de savoir comment porter sa pierre à l'édifice? Oui, voilà. Donc il y a eu plusieurs cas justement. Il y a eu des professionnels, j'ai participé à plusieurs formations comme ça où c'était du volontariat pour certains, pour l'école, pour des infirmières scolaires. À l'époque, le CHU aussi, à la formation en dernière année des psychiatres et psychologues, il y a eu besoin qu'on intervienne. Donc, effectivement, il y a ce double jeu. Il y a aussi le volontariat et puis les professionnels, les psychiatres se sont rendus compte qu'il fallait aussi apporter des témoignages pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a besoin de cette formation. Alors, quand on regarde les chiffres au national, je l'ai trouvé qu'au national, on voit qu'il y a environ 2 ou 3 enfants par classe qui sont impactés par les violences sexuelles ou l'inceste de façon plus précise. Oui. On n'a pas de chiffres en Martinique ni aux Antilles-Guyane d'une manière générale. Est-ce que vous en avez plus? Alors, on n'a pas de chiffres de manière effectivement locale parce que est-ce que nos institutions, est-ce que nos politiques nous ont équipés pour avoir ce genre de chiffres? Nous, c'est les chiffres de l'AMVI qu'on peut apporter parce que nous sommes sur le terrain, donc justement 10 ans cette année que l'AMVI existe. Et nous, on se base aussi sur le rapport de la Civise 1 où le professeur Durand disait le juge Durand disait qu'il y a 160 000 enfants chaque année qui sont victimes de violences sexuelles. Donc, donc on n'a pas de chiffres à l'échelle locale, mais vous avez à peu près combien d'appels parce que vous en accompagnez des enfants? Oui. Quand les parents se rendent compte de ce qui leur arrive, au-delà d'être à terre, hein, comme ils disent, hein, parce que c'est le monde qui s'effondre pour ses parents et quand ils ont nos coordonnées, ils nous contactent. Ou bien s'ils ont parlé parce que certains professionnels, des psychologues, comme je vous disais tout à l'heure, des assistantes sociales, ont notre numéro de téléphone. Et du coup, ils se rapprochent de nous. Donc, on accompagne les parents qui arrivent à franchir le pas parce que c'est pas toujours évident. Alors, vous parlez de parents. Justement, quelles sont les personnes types qui vous contactent? Ce sont les parents, les enfants?
Alors, les mineurs ne nous contactent pas, c'est les parents qui nous contactent, hein, puisque ils n'ont pas la possibilité de nous contacter. Ce sont les parents qui nous contactent. Mais on ouvre, parce qu'avant, on restait ciblé sur le parent pour accompagner l'enfant, mais on ouvre, on donne la possibilité aux enfants de nous parler aussi. Des professionnels sont là, on ne prend pas la place des professionnels, mais on accompagne parce que effectivement la parole elle a besoin d'être dite des deux façons, avec le professionnel qui va guider, qui va mener son enquête à sa façon, mais nous on est dans l'écoute, une écoute dans la mesure où nous avons été nous-mêmes victimes, parce que c'est vraiment une association où on est entre victimes. Donc on a cette expérience, on n'est pas dans le jugement, on est vraiment dans l'écoute et on essaie vraiment, autant que faire se peut, de ne pas juger, mais d'amener l'enfant à nous dire ce qui s'est passé, à amener le parent à vraiment établir cette relation triangulaire. Alors, vous dites que essentiellement ce sont les parents qui vous contactent, mais du coup, ça écarte toute la partie de la population où ce sont les parents qui sont agresseurs ou qui gardent le silence pour X raisons. Oui, Comment ceux-là font, les enfants qui sont victimes et ouais, dont c'est le papa ou le beau-père et que la maman fait le choix de ne rien dire, ouais. Quels sont les dispositifs qui existent pour ces enfants-là? Oui, là, on avait parlé des parents qui sont protecteurs. On n'avait pas encore abordé le parent agresseur. Donc, souvent, il y a soit la maman, soit le papa qui fait la démarche. Ou bien, effectivement, comme... il y a des papas aussi qui font la démarche. Il y a des papas qui font la démarche. Parce qu'on oublie qu'il y a quand même un pourcentage de mamans qui agressent. Donc, il ne faut pas penser que c'est uniquement le papa qui agresse. On a des mamans qui agressent. Donc, on a ces personnes qui sont à l'écoute hein, quand ils ont décelé ou quand l'enfant s'est confié à cet adulte qui vient vers nous aussi. Alors, soit par le biais d'une assistante sociale, soit par le biais d'un membre de la famille qui a entendu parler de nous, qui lui dit qu'il y a une association qui existe. Et c'est ce qu'on a eu dans les appels que nous avons eus l'année dernière. C'est pas forcément l'enfant qui nous appelle ou le parent, mais ça peut être soit une grande sœur, soit une tante, soit... voilà, il y a eu même un compagnon qui voulait comprendre le comportement de sa femme. Et elle a été victime de son père. Donc, ce compagnon, voyant sa femme se dégrader, il a fait cet appel au secours. Justement, parce que ce n'est pas obligatoirement dans l'immédiat que les mauvais effets, que les stigmates des violences sexuelles apparaissent. Non, c'est là tout le paradoxe de ces violences faites aux enfants. Alors, des fois, on a très peu d'enfants, hein, c'est pas un grand nombre. Ils arrivent à parler tout de suite. Donc ça, on peut les prendre en charge. Mais malheureusement, l'enfant est soumis au silence de son agresseur, de son abuseur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un enfant parle tout de suite? C'est quand on l'a beaucoup sensibilisé à ça? La relation, oui, voilà. La relation que l'enfant établit avec ses parents. Parce que tout est dans l'éducation, en fait. Quand vous arrivez à établir une relation de confiance avec votre enfant, donc quel que soit ce qui va se passer, l'enfant va venir se confier à vous. Même s'il vient pas le jour même, mais il y a quelque chose qui va se déclencher, il va se dire, non, ça c'est pas normal. Donc, il va commencer à échanger avec vous. Donc, une fois que vous avez établi une bonne relation dans l'éducation, effectivement, l'enfant peut arriver à parler. Mais donc, c'est un grand intérêt quand même de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, oui, que son corps lui appartient. On n'a pas le droit de toucher. L'intimité, c'est à lui. Donc, un médecin fait une consultation, c'est parce qu'il a une raison. Il se douche, mais je n'ai pas à venir surveiller, à regarder. Non, ça, voilà. C'est vraiment faire comprendre à l'enfant que son corps, c'est vraiment sa chasse gardée. Ça lui appartient et on ne doit pas lui imposer quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, cet enfant aussi va sentir qu'il y a quelque chose dans ce qui lui est fait n'est pas normal. Donc évidemment, s'il a une oreille attentive, même si c'est pas son parent direct, mais s'il peut parler à une autre personne, à une tati, à sa grand-mère, parce qu'il a une très belle relation avec sa grand-mère, l'enfant peut se confier. Donc une fois que sa parole
n'est pas rejeté. Parce que souvent, on a dans notre éducation que la parole de l'enfant n'est pas crue. Si mon Mike a raconté n'importe qui ça, on ne peut pas rejeter la parole de l'enfant. C'est à nous, l'adulte, de faire notre petite enquête. Et sa parole est portée, sa parole est crue, on l'emmène chez le médecin, on va commencer la procédure, donc on accompagne cet enfant. Donc les dégâts ne sont pas aussi irrémédiables. Mais un enfant qui n'a pas la possibilité de s'exprimer, qui est vraiment enfermé dans le silence, que son abuseur est là au quotidien avec lui, ben c'est un enfant qui, effectivement, son comportement, au fur et à mesure, va changer, va plonger. C'est la mort intérieure et des années après, on voit l'impact néfaste de ces agressions. Est-ce que les dispositifs d'accompagnement, aussi faibles soient-ils, évoluent quand même sur nos territoires aux Antilles-Guyane? Il y a une évolution. Okay. On va pas faire rôle. Il y a quand même une évolution. Alors, la parole, elle a été portée. Donc, il faut reconnaître que Fabienne Sainte-Rose, elle a porté la parole. Il y a eu le procès, même si elle a reçu des menaces de mort. On lui a dit tout ce qu'elle a dit. Mais elle l'a porté. Moi, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit non, ce petit bout de femme-là, non, je ne peux pas la laisser seule à mener son combat et je suis partie avec elle. Et ensuite, on a eu Karine Mousseau aussi qui a parlé. Donc, on voit bien qu'il y a eu, la parole, elle a été portée. Et ça a déclenché aussi quand même, on s'est rendu compte que il faut écouter. Alors, même si ce n'est pas encore le nirvana, même si ce n'est pas encore 100% de résultats, mais il y a quand même un frémissement qui se passe. Donc, et les personnes qui écoutent doivent être formées justement au psychotrauma, doivent être formées à ces violences faites aux enfants. Parce qu'il ne faut pas brusquer l'enfant. Et il ne faut pas brusquer l'adulte non plus après. Parce que quand la personne sort du silence, la moindre petite étincelle, elle va se refermer. Et c'est quelqu'un qui est perdu à tout jamais. Mais après, quand vous vous expliquez, c'est sur la base du volontariat, le fait de se former. Donc, ça complique les choses. Je pense que oui. Mais il faut avoir cette sensibilité. Et c'est, on se rend compte qu'il y a eu des professeurs qui ont justement, qui se sont rendus compte que les notes de l'élève avaient chuté, que son comportement était un petit peu plus agressif, qu'il y avait quelque chose, ou bien il y a un mutisme. Donc, ce professeur s'est intéressé un peu plus à cet enfant et a fait des signalements. Alors, des fois ça aboutit et des fois ça n'aboutit pas parce que l'Éducation nationale a mis en place aussi, hein, il y a eu des formations, a mis en place un système pour pouvoir protéger aussi bien le professeur qui va dénoncer que l'enfant. Parce que ça aussi, cette personne peut aussi avoir une influence et de dire que ce professeur est en train de mentir sur elle. Oui. Donc, c'est assez vicieux quand même, mais il faut s'armer de courage et beaucoup de ces personnes qui prennent la décision de dénoncer, c'est parce qu'elles sont courageuses et qu'elles se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, lors de mes reportages en tant que journaliste, on m'avait fait la remarque une fois que on n'abordait pas suffisamment ce sujet avec les politiques lorsqu'il y avait des émissions politiques et que c'était des thématiques qui passaient souvent à la trappe et que c'était sans doute pour cela qu'il n'y avait pas assez d'actions qui étaient mises en place. Alors, ma question c'est est-ce que on est en retard par rapport à l'Hexagone ou pas? Parce que dans l'Hexagone non plus, on n'entend pas plus parler de ça lors des débats politiques. Oui, mais ça c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Ça touche à l'intimité, puisque c'est au sein de la famille. Donc c'est tabou. Alors, et c'est toujours, et quand on regarde bien, bon, en même temps je réfléchis parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, quand on remonte bien le fil, la parole de l'enfant n'a pas d'importance. Donc automatiquement, la parole de l'enfant est rejetée. Donc, on va rester dans le cadre familial. Alors, ensuite, après, il y a la composition familiale. Donc, ça peut être le beau-père qui va abuser de l'enfant. Donc, la maman devient complice parce qu'elle n'a pas de ressources ou qu'elle est déjà sous influence de son partenaire ou de son mari, puisque ça peut être le père aussi qui abuse. Donc, il y a toutes ces conjonctures, tout ça qui fait que eh bien, depuis bien des années, depuis la nuit des temps, c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé. Alors, il y a des personnes qui disent, depuis la Rome antique, ça existe. Ouais, il faut arrêter 2 minutes.
Donc, on voit les dégâts que ça fait. Donc, effectivement, je crois que nos politiques devraient, c'est pas à nous ni vous journalistes qui devez imposer aux politiques de s'intéresser à ça. Nos politiques devraient s'y intéresser de par la représentation qu'ils font du peuple martiniquais. Donc c'est eux qui devraient se rapprocher des associations, des structures qui prennent en charge les victimes d'inceste et voir comment effectivement ensemble on pourrait trouver des solutions pour protéger nos enfants. Alors, selon vos statistiques, votre expérience, est-ce qu'il y a un profil de victime type? Je ne sais pas, classe sociale, dans les familles recomposées ou pas du tout, ça peut toucher toutes les classes de la population? Toutes les classes de la population, toutes les classes. Donc, mais c'est ça justement, on a beaucoup entendu dire que ben, c'était les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, la classe sociale la plus basse. Non, pas du tout. C'est dans toutes les classes sociales. Vous voyez bien quand on a eu la Familia Grande, juste pour prendre cet exemple-là, eh ben, c'était pas la classe sociale la plus basse. Donc oui, toutes les classes. Parce qu'en fait, les agresseurs, ils ont tous le même schéma. Donc, ils ont la même approche. Ils vont isoler l'enfant qu'ils ont décidé de détruire parce que pour eux, c'est de l'amour. Pour eux, c'est faire du bien. Donc, ils ont tous le même profil. Donc, c'est toutes les classes. C'est toutes les classes. Moi, j'ai accompagné une jeune qui n'est pas d'origine martiniquaise. Son cousin a abusé d'elle et pourtant, c'est pas du jour au lendemain. Donc, il a mis en place tout un schéma pour pouvoir arriver à ses fins. Et c'est pas du tout une famille martiniquaise. Donc, quel que soit l'endroit où on va, et on voit bien, quand vous faites le tour du monde, vous voyez qu'il y a les cas sont similaires, quel que soit l'endroit où vous allez. Et est-ce qu'il y a des signes annonciateurs pour savoir qu'un agresseur va passer à l'action? Une mère de famille qui a un compagnon, enfin comment... Parce que à aucun moment, quand une femme se met en couple avec un homme, bon après vous avez dit que ça arrive aussi dans le sens inverse, que ce soit une femme qui soit agresseur, est-ce qu'il y a des signes? Non. Il n'y a pas de signe parce que justement, le truc est déjà fait tellement en amont, il a déjà jeté son dévolu sur l'enfant. Donc, il a déjà isolé l'enfant, mis la maman en confiance. Donc, quand vous regardez le clip de Meryl, quand elle a fait un clip sur l'inceste, vous voyez bien dans ses paroles et dans la façon que le clip il a été. La maman confie son enfant pour partir en vacances alors que l'enfant ne veut pas. Donc la mère, elle est mais loin, c'est la personne qui lui rend le plus de service, c'est la personne qui est présente 24 heures sur 24. Donc loin d'imaginer, puisque c'est la plus belle personne qui existe. Mais il a tout fait pour ça. C'est le loup dans la bergerie. Donc, il a tout fait pour mettre en place une très belle image et qu'on ne peut pas se passer d'elle. Et du coup, il va passer à l'acte. Alors, parlons du grand rendez-vous. Il y a une caravane qui est mise en place? Oui. Oui, c'est un ancien de la Civise. La Civise, rappelez ce que c'est? Alors, la Civise, c'était la commission qui avait été mise en place justement pour recueillir la parole des victimes dans l'enfance. Donc, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Sur la forme numéro 1, qui a été, le juge Durand a été congédié. Donc, on a relancé avec le président de l'association Les Colosses au pied d'argile, et il avait une collaboratrice avec lui, et une affaire qui a explosé. Donc, du coup, ça n'existe plus. D'accord. Voilà. Donc, il est passé à la télé. J'ai cru qu'il allait porter justement, mais il a dit non, il ne s'exprime pas. Et puis, quelques jours après, tout est arrêté. La Civise 2 n'existe pas. Donc, en tout cas, les anciens membres continuent à agir voilà. Aujourd'hui. Exactement. Donc, il a créé cette caravane. On a recueilli la parole d'adultes, puisque c'est dans l'enfance que ça leur est arrivé. Il a fait des préconisations. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, cette caravane, c'est pour justement continuer la sensibilisation, continuer à porter notre parole, faire des états généraux et aller là maintenant avec tout ça devant le gouvernement et lui dire, maintenant, on fait quoi? On a recueilli la parole, mais concrètement, parce que nos enfants qui arrivent là, nos enfants, il faut les protéger, parce que ce sont des adultes perturbés. Et vous avez des adultes qui ne peuvent pas du tout travailler. Vous avez des adultes qui ne sont pas en mesure de construire une vie de femme ou d'homme.
N'oublions pas que nous avons des petits garçons. Donc, la vie est complètement détruite. Ces personnes qui ne se sont pas suicidées, elles sont addictes à l'alcool, aux drogues. Donc, il y en a qui peuvent pas tenir dans un travail où la moindre petite chose, c'est une agression. Les personnes sont en burn-out. Ils n'arrivent pas à organiser leur vie. Donc, on fait quoi pour protéger nos enfants? Et c'est ça le but de la caravane. Donc, c'est continuer ce travail qui a été fait avec la Civis 1 et puis faire les états généraux et que nous-mêmes, nous allons porter nos revendications. Alors, cette caravane, elle fait le tour du territoire national, mais elle va faire escale en Martinique. Oui. Et ça sera quand? Alors, Martinique, c'est 6 et 7 mars. Okay. Le 6, nous sommes à Fort-de-France. Fort-de-France nous a ouvert tout de suite une salle. Donc, on pourra débattre, accueillir toutes les personnes, que ce soit concernées directement ou indirectement, ou les personnes qui s'intéressent justement à l'inceste. Comment faire pour accompagner des enfants? Comment faire pour accompagner la voisine parce qu'on s'est rendu compte qu'elle est perturbée? Donc, c'est ouvert à toute la population martiniquaise. Donc, c'est où à Fort-de-France? À Fort-de-France, on est mon Dieu, je viens de signer, on est je sais où, hein. On est salle d'honneur du tribunal, salle d'honneur du stade de Dillon. Je crois que c'est comme ça qu'on dit ça. Okay. Salle d'honneur du stade de Dillon. Ok, donc ça sera à la salle d'honneur du stade de Dillon, oui, pour l'étape Fort-de-France. Pour l'étape Fort-de-France. Et l'autre étape? Eh bien là, on est en pourparlers puisque le diamant, finalement, l'adjoint au maire m'avait dit oui, mais la personne qui a géré m'a dit non. Bon, donc on oublie le diamant pour le 7. Là, maintenant, c'est très certainement avec Sainte-Anne. On est en train de voir. Le sujet intéresse. Sinon, on a un autre plan B que je dirais, c'est avec Naomi qui a une salle au Lamentin qui accompagne les endeuillés, donc elle nous ouvre sa salle. Si on n'a vraiment pas de salle pour le 7. Alors, quand on veut avoir les détails, il faut s'abonner sur vos réseaux, parce que si ça évolue au fil des jours. On va envoyer les mails, on va contacter toutes les personnes. Oui, mais pour le grand public, si le grand public de toutes les façons, on a une interview le 6. D'accord. Donc on pourra revenir, oui, on va revenir sur la date du 7. C'est vraiment cette date qui nous fait défaut, mais justement, on est en train de boucler pour pouvoir mettre ça sur nos réseaux. Et puis, il faut rappeler aussi que l'URAS organise une grande conférence sur la thématique des violences sexuelles envers les enfants. Donc ça sera le 5 mars à Batelière. Oui. Et là, c'est ouvert aux professionnels, oui, et au grand public aussi, oui, toujours pour parler de cette thématique. Tout à fait, oui. Alors, pour résumer, oui, ce qu'on a dit, oui, il est important de sensibiliser les enfants. Parce que la thématique, c'est comment sauver nos enfants. Oui. Donc, il est important de les sensibiliser. Oui. À partir de quel âge? Mais dès que l'enfant a la compréhension, parce que c'est toujours ça dans l'éducation. Moi, je sais que quand ma fille, elle était petite, et ma fille, elle aussi, elles ont le même âge. Donc, j'avais des petits bouquins que je leur achetais. Donc, bon, moi, j'habite à la Maison Alfort, mais ma filleule, elle était au Carbet. Et j'envoyais ce livre. Et les enfants se sont intéressés à ça, à cette découverte. Et ma filleule, avec ses cousines, eh ben, partageait le bouquin. Donc, on a nos enfants avec nos propres mots, mais des mots d'enfant. On commence à faire comprendre à notre enfant que son corps lui appartient, que personne ne doit toucher son corps, quel que soit, ni pour un bonbon, ni pour un gâteau, ni pour faire plaisir à tonton, tata, tati, la voisine, le chien, personne. Ton corps t'appartient. Et ensuite, amener nos enfants à être dans un échange. Comment t'as passé ta journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Est-ce qu'on t'a obligé à faire quelque chose? Toujours montrer à l'enfant que c'est sa parole qui est importante, qu'on ne va pas l'engueuler, qu'on ne va pas frapper, et que ce qu'elle va dire nous intéresse en tant que parents et qu'on est là pour nos enfants. Donc, très, très tôt, il faut sensibiliser. Dès que l'enfant a la compréhension, en fait. Et c'est le meilleur moyen de protéger son enfant, oui, et d'éviter que quelque chose ne nous échappe. Oui, tout à fait. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de Paroles d'influence. Ça sera vendredi prochain, 13h.